Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Donc je suis Benoît Rouag, le président de l'université, pour ceux qui ne me connaissent pas, Université de Nîmes. Bienvenue dans nos locaux, dans ce superbe auditorium. On est un petit peu fiers aujourd'hui pour cette première journée de la Semaine du cerveau. C'est la première fois que l'on accueille un événement grand public scientifique dans cet auditorium. J'espère que vous apprécierez la qualité de l'audio et surtout de la vidéo. On vous en reparlera dans un moment. Donc la Semaine du cerveau, pour la première fois organisée à l'Université de Nîmes, sous l'égide de l'Université de Nîmes. Pour la première année, nous avons été labellisés Ville Accueil de la Semaine du cerveau. Un comité scientifique a été labellisé auprès de la Société des neurosciences pour organiser cette semaine dans cet établissement. Alors moi, je suis un peu fier au niveau de l'université puisque ce comité scientifique, il est formé de chercheuses et de chercheurs de nos 4 unités propres de recherche, puisqu'à l'Université de Nîmes, nous avons 4 unités propres de recherche et une jeune entreprise universitaire. Donc je les cite, les 4 unités propres de recherche, c'est Chrome, APSI, Project et MIPA, et notre jeune entreprise universitaire BKD, que je remercie fortement et grandement pour la cohésion et surtout pour l'organisation de cette Semaine du cerveau. Alors, la Semaine du cerveau, pour ceux qui ne savent pas non plus, c'est un événement qui est organisé chaque année au mois de mars depuis 1999. Elle est coordonnée en France par la Société des neurosciences. C'est une manifestation internationale organisée simultanément dans une centaine de pays et plus de 120 villes en France. Elle a pour but de sensibiliser le grand public à l'importance de la recherche sur le cerveau. C'est l'occasion pour de nombreux chercheuses et chercheurs de rencontrer le public, de partager avec lui les avancées, leurs recherches, les connaissances qui sont obtenues dans les laboratoires de recherche en neurosciences. C'est la semaine aussi des spécialistes en neurosciences. Et c'est surtout l'occasion de présenter les enjeux et les implications pour la société des problématiques liées en tout cas des questions liées au cerveau. Donc c'est une thématique qui est d'importance d'un point de vue national, international, et on l'entend souvent dans les commentaires, dans les articles, si on regarde un petit peu, si on s'intéresse d'une part à la presse spécialisée, mais également à la presse grand public, les problématiques liées aux neurosciences, les maladies liées aux problématiques cognitives, font souvent la une des journaux, et donc c'est important de pouvoir démocratiser, de pouvoir échanger de la manière la plus large possible et surtout mettre à la disposition du grand public des connaissances qui sont parfois assez scientifiques au sens parfois difficiles à appréhender pour le grand public. Et la qualité, vous le verrez, des conférences qui vous seront proposées tout au long de cette semaine permettront de mettre à disposition ces connaissances de la façon la plus pédagogique possible. Je mets un peu de pression aux futurs présentateurs. Alors le programme proposé cette année, il est riche, donc il va se dérouler, donc il débute aujourd'hui, il va se dérouler sur toute la semaine. Nous aurons notamment 4 conférences à destination du grand public dans ce même auditorium tous les jours de lundi à jeudi à 18h. Les conférences, donc la première, ça sera aujourd'hui le professeur Bruno Dubois, mais je laisserai le soin à ma collègue Patricia de vous présenter le professeur Dubois. Demain, nous recevrons mesdames Quignon et Tran, qui sont respectivement psychologues et pédiatres, qui viendront nous expliquer les bienfaits de la méditation pleine conscience sur le cerveau. Mercredi, ce sera notre collègue professeur en neurosciences, Valérie Compan, qui viendra nous parler des sujets qui tournent autour de l'anorexie, de l'obésité et des addictions. Et jeudi, ce sera également notre collègue maître de conférence en neurosciences, Laurie Galvan, qui nous apportera des informations sur le vieillissement cérébral. Nous avons également, ça c'est un point d'honneur que l'on met à l'université, c'est le lien avec les plus jeunes. Donc nous aurons également des conférences interactives qui sont organisées jeudi et vendredi pour des collégiens et des lycéens. Elles se dérouleront ici également et sur le site des Carmes. Avec des ateliers. Alors c'est important
cette transmission au niveau des plus jeunes. Alors, ça se déroule dans le cadre des cordées de la réussite, qui sont des événements qui bénéficient du dispositif Ambition Sup. Et ces cordées de la réussite, elles ont pour objectif de lutter contre l'autocensure de jeunes gens qui se disent c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais. Et surtout, susciter l'ambition de ces jeunes gens vers l'enseignement supérieur et leur permettre de commencer à envisager un continuum depuis la classe collège, 4e, jusqu'au lycée et jusqu'à l'enseignement supérieur. Et ceci s'est rendu possible grâce à l'engagement d'une grande communauté d'acteurs, tant au niveau des collèges, des lycées et des universités ou des établissements d'enseignement supérieur, et c'est soutenu par nos tutelles, que ce soit le ministère, le rectorat, mais également des associations et des entreprises. Donc voilà, nous avons cette semaine un programme qui est assez vaste, qui est assez large, qui est très intéressant, et je vous engage à noter sur vos agendas tous les soirs de la semaine, de lundi à jeudi, et vous pouvez même peut-être réserver même votre siège si vous êtes bien assis pour pouvoir le retrouver demain, mercredi et jeudi. Nous aurons également peut-être à vous valoriser, mais je ne suis pas sûr qu'on pourra le faire, mais en tout cas, je vous engage à suivre les réseaux sociaux de l'université parce qu'il y a pas mal d'informations qui circulent sur nos réseaux sociaux et sur notre activité, mais il y a également une fresque qui va être réalisée par nos jeunes dans le cadre de ces ateliers, une fresque qui sera autour de cette thématique et voilà, que vous pourrez également observer l'année prochaine à la même époque. On l'exposera, mais en tout cas, là, elle sera réalisée et donc vous pourrez la visualiser sur nos réseaux sociaux. Voilà, en tout cas, encore une fois, je suis très heureux de lancer cette semaine du cerveau. Je vous remercie encore une fois de votre présence. Vous souhaite une bonne soirée. Surtout, n'hésitez pas. Patricia va vous expliquer le contexte un peu particulier de cette première conférence. Les 3 autres conférences se dérouleront d'une manière différente, mais Patricia vous expliquera. Mais surtout, je le tiens à vous le préciser, après la conférence, après l'intervention des conférenciers, vraiment l'objectif c'est de pouvoir échanger. Donc n'hésitez pas, il y a des micros qui circuleront, j'en vois 3 ici, il y a des micros qui vont circuler, donc n'hésitez pas à poser des questions aux conférenciers sur toutes les conférences. Le but de cette semaine du cerveau, c'est non pas uniquement de recevoir de l'information, mais surtout questionner et pouvoir dédramatiser peut-être ou démystifier un petit peu ces problématiques-là. Voilà, encore une fois, bonne soirée, bonne conférence, et puis je laisse la parole à Patricia qui va vous expliquer la conférence du professeur Dubois. Merci. Effectivement. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous remercie de votre présence. Vous êtes nombreux et nombreuses ce soir. Du coup, c'est vraiment une première, mais je suis particulièrement fière de la réponse du public. Comme notre président vient de dire, ça va être vraiment la semaine du cerveau. Ce n'est pas seulement la conférence de ce soir. J'ai vu que plusieurs d'entre vous se sont déjà inscrites pour plusieurs conférences dans la semaine. C'est très bien. J'espère qu'on garantira les niveaux attendus. Je suis certaine de la qualité des différents conférencières. Alors, pour ce qui concerne ce soir, il y a eu un petit changement de programme. Voilà, toutes les conférences qui ont été prévues, ce sont des conférences prévues en présentiel dans cet auditorium. Mais il y a eu la grève des trains. Du coup, M. Dubois n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. Il sera avec nous, mais en distanciel. Et heureusement, nous avons ces beaux amphithéâtres avec pas mal d'écrans qu'on peut tester. Du coup, il y a une bonne connexion. Il sera quand même avec nous. Voilà. Pas vraiment physiquement ici, à Nîmes, mais il sera présent avec cette conférence. Du coup, nous avons testé tout à l'heure. Il fera sa présentation et il est disponible pour répondre à toutes nos questions à la fin de la présentation. En fait, cette conférence, elle est visible aussi sur la chaîne Twitch de l'Université de Nîmes. Du coup, nous allons prendre aussi des questions directement dans les chats avec Samantha Schnegg de la direction à la recherche et Amine Touzani. Je ne le vois pas maintenant, il est là à nous, qui nous a aidé énormément pour la mise en place et la réalisation de cette conférence. Et les services audiovisuels, bien évidemment, avec Sophie Gécal principalement, qui nous a aidés pour cette mise en place. Voilà, tout normalement doit bien marcher. On va prendre toutes vos questions. Nous avons
aurons 3 micros disponibles dans la salle. Du coup, n'hésitez pas à poser des questions. C'est vrai, c'est ce que notre président a dit. On veut vraiment démocratiser certaines thématiques qui sont bien sûr un trésor des chercheurs, mais qui sont importants à connaître et qui peuvent rentrer à faire partie de la vie de nous tous, de tous les jours. Du coup, on va essayer vraiment de présenter ces thématiques pour le grand public. N'hésitez pas à poser des questions, c'est à travers ça que ces conférences deviennent les plus intéressantes. Alors, pour ceux entre vous... Ah, et je n'oublie pas de dire qu'à la fin, il y a un petit réfléchissement dans la bulle ici, quand on sort sur la droite. Du coup, on pourra continuer notre discussion à la suite de la conférence. Du coup, je vais donner la parole à M. Dubois. Pour qui ne le connaît pas, parce qu'en réalité, c'est un professeur assez connu en France, et j'imagine que peut-être certains d'entre vous, même par curiosité, ont déjà cherché des informations sur Internet. Bruno Dubois est actuellement professeur de neurologie à l'université Pierre et Marie Curie Paris 6, directeur du Centre des maladies cognitives et comportementales à l'hôpital de la Salpêtrière. Il coordonne le Centre national de recherche de référence des démences rares et il est aussi directeur de l'équipe INSERM, Cognition, Neuroimagerie et maladies du cerveau, du Centre de recherche de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Il est président du comité scientifique de l'association France Alzheimer et de l'IFRAD, l'International Fundraising for Alzheimer's Disease. Il a publié de nombreux travaux sur les systèmes cholinergiques centraux chez l'animal et chez l'homme, sur la neurophysiologie, la neuroimagerie et la neuropharmacologie des démences dégénératives et de la maladie d'Alzheimer en particulier. Il est notamment à l'origine d'une nouvelle définition internationale de la maladie d'Alzheimer. Du coup, je laisse la parole à M. Dubois. Et M. Dubois, vous pouvez du coup partager l'écran, voilà, avec vos diapositives. Voilà, bonsoir et bienvenue à Nîmes. Voilà, je vous laisse la parole. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Université de Nîmes et son président et Madame Schnegg de m'avoir proposé d'assurer cette conférence inaugurale de la Semaine du cerveau. Je voulais aussi remercier tous les présents dans la salle. Je crois qu'ils sont venus nombreux et ils manifestent ainsi leur intérêt pour le cerveau, qui est quand même l'organe le plus extraordinaire de la création. Donc vous avez raison d'être là et d'en savoir plus sur cette merveilleuse structure. Enfin, je tiens bien sûr à m'excuser de ne pas être parmi vous. J'avais prévu un train à 12h08 pour venir, et surtout, je devais revenir ce soir par le train de 20h03 ou quelque chose comme ça, pour être demain à Paris, parce que j'ai une réunion importante demain à 8h. Donc j'avais accepté de venir, bien sûr, avec grand plaisir, si je pouvais rentrer ce soir. Et malheureusement, les deux trains de Ouigo ou d'Inouï, je crois, enfin, ont été annulés. Donc voilà, ne pouvant pas revenir ce soir, j'étais contraint de trouver cette formule comment vous dire, du distanciel, et je vous prie vraiment de bien vouloir m'en excuser. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir être présent parmi vous dans cette belle ville de Nîmes pour vous parler d'une maladie dont j'ai écrit dans un livre récent que c'était la maladie du siècle. Alors pourquoi la maladie du siècle? Eh bien, parce que tout simplement, la vie s'allonge et c'est très bien et on est très heureux grâce au progrès de la médecine. Eh bien, évidemment, comme vous le savez, notre espérance de vie augmente. C'est une conquête, c'est bien sûr une chance. Ça permet d'avoir une vie plus agréable et plus longtemps, mais c'est aussi un défi pour nos sociétés. Et effectivement, au 19e siècle, au début du 19e siècle, l'espérance de vie était de 40 ans. Aujourd'hui, elle est de 85 ans, et une petite fille qui naît aujourd'hui aura une espérance de vie de 90 ans. Voilà, c'est une source de croissance, de développement, mais le risque, bien sûr, c'est la mise en tension du système de protection sociale, et c'est de mettre à mal la solidarité entre les générations. Voilà, donc vous comprenez pourquoi c'est la maladie du siècle, parce que l'ensemble des pays voit, dans le monde entier, voit sa population âgée augmenter de façon considérable.
vraiment considérable et ça va poser un problème. Aujourd'hui, je crois qu'on considère qu'il y a 35 millions de personnes atteintes de cette maladie. On va passer à plus de 100 millions en 2040. Donc c'est vraiment un vrai problème pour une société moderne. Alors, qu'est-ce que c'est que la maladie d'Alzheimer? C'est une maladie du cerveau et je suis heureux de pouvoir vous expliquer aussi ce qu'est le cerveau. Le cerveau, qu'est-ce que c'est? C'est 1,2, c'est 1200 grammes, c'est un peu plus d'1 kilo, si vous voulez, d'une masse molle. Vous avez déjà vu un cerveau de l'étal de boucherie, hein, c'est une masse molle composée de 80% d'eau. C'est une grosse méduse, finalement, le cerveau. C'est une grosse méduse, mais qui a quand même une particularité, c'est qu'elle est capable de faire des choses absolument incroyables, puisque le cerveau, ça nous fait marcher, ça nous fait courir, ça nous fait danser, ça nous fait entendre, ça nous fait voir, ça nous fait penser, ça nous fait créer, ça nous fait sentir, ça nous fait ressentir, ça nous fait avoir de la peine, ça nous fait avoir de la joie. Enfin, ça fait des opérations qu'un ordinateur qui aurait la taille de la tour Montparnasse n'arriverait pas à faire. Et voilà le mystère. Le mystère, c'est comment cette structure molle, qui est, je vous dis, près de 80% d'eau, est capable de faire des choses aussi extraordinaires. Eh bien, je pense que l'explication tient au fait que le cerveau, en réalité, c'est 100 milliards de neurones, chaque neurone pouvant établir des connexions, jusqu'à 10 000 neurones voisins. Donc, vous avez là un réseau absolument considérable, et il faut voir en réalité que ce réseau comme un système d'échange d'informations d'un point à un autre. Et finalement, vous avez des régions fonctionnelles qui vont être impliquées dans des tâches spécifiques et qui vont échanger de l'information pour réaliser les opérations qu'elles sont censées réaliser. Et je crois que la meilleure vision, c'est un peu ça. Oui, ce sont des autoroutes. Le cerveau, c'est une série d'autoroutes, de routes qui vont, vous voyez, les voitures représentant l'information qui va transiter d'un point à un autre, et chacun de ces points sont autant de modules qui vont traiter, qui vont avoir une sorte de spécificité propre. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Bon, vous voyez ma flèche? Je ne sais pas, on voit ma flèche, non, bon, tant pis. Mais par exemple, là, vous avez un module qu'on pourrait, vous voyez, cette usine-là, ça peut être un module, par exemple, de mémoire. Là, c'est un module, par exemple, de reconnaissance visuelle. Là, c'est un module, par exemple, de langage. Et il faut voir, vous voyez, il faut voir le cerveau comme un ensemble de modules fonctionnels qui vont avoir leur différenciation qui va se faire petit à petit par les informations qu'ils reçoivent, et chacun de ces modules, évidemment, va organiser une compétence qui va faire qu'il reçoit des informations, il les envoie à d'autres, et c'est ainsi qu'il y a un dialogue entre tous ces différents modules pour que nous ayons des comportements les plus adaptés possibles face à une société qui est très exigeante. Voilà. Donc, il faut voir le cerveau comme ça, et la maladie d'Alzheimer, c'est tout simplement l'atteinte des neurones qui constituent chacun de ces modules, et on va voir petit à petit ces modules qui vont s'éteindre et pour réaliser évidemment une détérioration cognitive assez globale, telle que l'a rapporté Alois Alzheimer. Alors, on va rentrer dans la problématique de la maladie d'Alzheimer, et cette problématique a été initiée en 1902, lorsque ce monsieur, Alois Alzheimer, a rencontré cette dame, Auguste D., qui avait 52 ans. Vous le savez peut-être, cette photo a été prise par Alois Alzheimer lui-même lorsqu'elle est rentrée dans son service. Elle avait 52 ans lorsqu'il a pris cette photo. Voilà, alors vous avez là, c'est un document historique, vous avez là les quelques mots qu'elle écrit, Auguste, vous voyez, on arrive à lire Auguste, Frau, vous voyez, mais elle est incapable de donner son nom réellement, le nom de son mari, elle est incapable de répondre aux questions qu'il lui pose, et finalement elle va être suivie pendant quelques années, et cette pauvre malade finalement va décéder 5 ans après, et Alois Alzheimer va pouvoir regarder le cerveau de cette patiente, dont vous avez ici les principaux troubles, vous voyez, troubles de mémoire, désorientation temporelle et spatiale, troubles de la compréhension, aphasie, agraphie, troubles du comportement, agitation, agressivité, paranoïa, hallucination auditive. Et dans le cerveau, il va décrire les 2 lésions
et c'est les deux seuls mots médicaux, scientifiques un peu complexes que je vais vous donner. Lésion amyloïde, vous voyez, lésion amyloïde, c'est un magma de protéines amyloïdes, et lésion tau, vous voyez ici, ce neurone qui est en flamèche, ça ce sont des modifications des microtubules qui constituent le neurone, donc ce sont des lésions intraneuronales, alors que les lésions amyloïdes, ce sont des dépôts de substances amyloïdes extraneuronaux. Mais ce qui est important, il y a deux choses qu'il faut retenir de cette planche. Premièrement, c'est que la maladie décrite par Alzheimer concerne une patiente de 52 ans, et c'est la raison pour laquelle on a considéré que la maladie d'Alzheimer était une démence présénile, c'est-à-dire qui touchait les gens jeunes. Et il faut garder ça en tête, que la maladie d'Alzheimer a été décrite à partir d'une personne jeune. Et puis, sachez qu'on a retrouvé les mêmes anomalies, à la fois cliniques, à la fois histologiques, à la fois neuroradiologiques chez des patients plus âgés. C'était ce qu'on appelait la démence sénile, le gâtisme, la sénescence. Et donc, comme c'était les mêmes lésions, comme c'était le même tableau, on a réuni secondairement le nom de maladie d'Alzheimer en englobant, si vous voulez, l'ensemble des maladies, à la fois la forme initiale, cette décrite par Alzheimer, la démence qu'on pourrait dire précoce, la démence présénile, et la forme tardive. La forme tardive qui, elle, est beaucoup plus importante. Et ce faisant, par cette idée d'englober les deux dans une même entité, évidemment, on a fait de la maladie d'Alzheimer, qui était une maladie initialement très très limitée, qui était une maladie rare, on en a fait une maladie extrêmement fréquente, ce qui a des implications importantes, notamment, comme vous pouvez l'imaginer, sur le plan pharmacologique. Et voilà. Et donc les laboratoires pharmaceutiques n'étaient pas contre cette idée d'élargir évidemment le concept de maladie d'Alzheimer à l'ensemble de la population. La deuxième chose que je voulais vous dire, et je pense que cette planche est importante, la deuxième raison, c'est que vous voyez qu'il y avait quand même énormément de présentations de troubles psychiatriques chez cette patiente: agitation, agressivité, comportement, paranoïa, hallucination auditive, et puis en plus des troubles cognitifs. Eh bien c'est la première fois, c'est presque la première fois, on pourrait en discuter, mais qu'on va rapporter des modifications psychocomportementales à une altération du cortex cérébral, à une altération du cerveau. Alors évidemment, c'est difficile aujourd'hui de comprendre ce que ça représente, parce qu'aujourd'hui, on sait bien que c'est le cerveau qui s'exprime dans ces maladies. Mais à l'époque, si vous voulez, on ne connaissait pas les raisons pour lesquelles les gens se mettaient à avoir des délires, des hallucinations, etc. Et donc finalement, cette contribution d'Alzheimer est essentielle, puisqu'il va rattacher ces modifications psychiatriques, finalement, au cerveau, et dans une certaine mesure, il va faire rentrer la psychiatrie dans la médecine, si vous voulez. Vraiment, c'est deux choses importantes à rappeler. Alors par la suite, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est tout le chemin qui a été parcouru depuis la description en 1906 par Alois Alzheimer de la maladie qui porte son nom. Et j'espère qu'à la fin de cette conférence, vous aurez des idées plus claires sur cette maladie, et que vous partagerez ma vision d'une affection finalement extrêmement moderne, qui pose des problèmes scientifiques intéressants et qui, vous le verrez, sont en passe d'être résolus. Voilà, alors c'est c'est cette histoire que je vais vous raconter. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1906? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la description d'Alois Alzheimer? Pendant longtemps, si vous voulez, on a pataugé. On a pataugé parce qu'on ne pouvait pas accéder aux lésions de la maladie, puisqu'il c'était des lésions cérébrales. Donc ce n'était qu'après la mort des sujets que l'on pouvait faire le diagnostic. Donc c'est un diagnostic de probabilité que l'on faisait, simplement sur une description d'une démence, avec un retentissement sur l'autonomie, avec des troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles intellectuels, des fonctions dites supérieures. Et puis finalement, c'était un diagnostic d'exclusion. Et c'était parce qu'on avait éliminé par un bilan biologique, par un scanner, par une ponction lombaire, toute autre cause de démence, que l'on concluait, eh bien, c'était une démence de type Alzheimer. C'était finalement, on pourrait dire, un diagnostic d'élimination. Donc, vous voyez, une démarche diagnostique qui était à l'époque en deux temps. D'abord, le diagnostic d'un syndrome démentiel, on faisait le diagnostic de démence, et puis, par élimination, on disait c'est une démence de type Alzheimer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une démence? Eh bien, c'est un terme malheureux, c'est le terme médical qui définit un sujet
qui n'est plus autonome, qui n'est plus indépendant. Je suis indépendant, vous êtes indépendant, vous êtes venu tout seul à cette conférence, vous vous déplacez sans difficulté, vous voyez, vous êtes capable de téléphoner, de composer les numéros, vous prenez vos médicaments vous-même, vous pouvez suivre votre budget sans difficulté, donc vous n'avez pas de difficulté dans les activités de la vie quotidienne, vous n'êtes pas dément. Lorsqu'un sujet n'est plus capable de réaliser ses fonctions élémentaires, eh bien, il a perdu son autonomie et on dit qu'il a un syndrome démentiel. Donc voilà comment on faisait le diagnostic à l'époque. On étudiait principalement les activités de la vie quotidienne et lorsque le sujet était altéré, n'était plus indépendant, avait besoin d'être entouré, d'être aidé, eh bien, à ce moment-là, on était dans le cadre d'une démence et à ce moment-là, par différents examens, l'examen neurologique, le bilan neuropsychologique, c'est-à-dire les tests cognitifs, des examens biologiques qui, surtout, avaient pour effet d'éliminer une cause infectieuse, une cause métabolique, une cause endocrinienne, etc. Et les données de la neuroimagerie, c'est-à-dire un cerveau qui était normal au scanner ou à l'IRM, eh bien, et qu'il n'y avait pas d'autre cause, eh bien, on faisait le diagnostic que c'est une démence de type Alzheimer, par exclusion des autres causes. Voilà. Donc, ça veut dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que, et c'est ça notre contribution, c'était de dire, attendez, la maladie d'Alzheimer, elle existe avant le stade de démence. Vous voyez, avant ce trait bleu, il y a déjà la maladie d'Alzheimer. Donc toutes les maladies d'Alzheimer ne sont pas vues au stade démentiel. Et inversement, peut y avoir un syndrome démentiel dû à d'autres causes. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas considérer que l'ensemble maladie d'Alzheimer correspond exactement à l'ensemble démence. En d'autres termes, on peut avoir une démence d'une autre nature, et on le verra, il y a des démences vasculaires, des démences infectieuses, des démences inflammatoires. Et puis, à l'inverse, il y a aussi des patients qui ont la maladie d'Alzheimer et qui n'arrivent pas au stade de démence. Donc c'était important, si vous voulez, de faire la part des choses. Alors, justement, et c'est un peu notre contribution, c'est qu'on a montré, on s'est intéressé à une région du cerveau qui est très intéressante, je vais vous en parler, qui s'appelle l'hippocampe, qui a été, vous voyez, qui l'a contouré ici, vous voyez ici, on l'a contouré. C'est le professeur Le Hérissi, un collègue, on a fait ce travail à la Salpêtrière avec lui ensemble, et on a pris des patients qui étaient au début de la maladie, au stade léger, ils avaient un MSA 24, bon, on en parlera peut-être après, enfin ils étaient au début de leur maladie en moyenne, eh bien on a mis en évidence qu'il y avait déjà au tout début de la maladie une atrophie importante de l'hippocampe de 25%. Alors c'est très 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 intéressant cette atrophie hippocampique parce que ça nous a permis, si vous voulez, de reconsidérer un peu les stades précoces, ceux dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les sujets ne sont pas déments à ce stade-là, mais ils ont déjà une atteinte de l'hippocampe. Or, qu'est-ce que c'est que l'hippocampe? L'hippocampe, c'est, de façon un peu schématique et un peu triviale, je dis un peu, c'est le péage de l'autoroute des souvenirs. C'est la porte qui permet de transformer une information vue, une information perçue par nos systèmes perceptifs, c'est-à-dire par nos systèmes auditifs, par nos systèmes visuels. Je vois par exemple cette image, eh bien, elle est traitée par mon système visuel, et puis elle va être envoyée comme un ballon de rugby vers l'hippocampe qui va ouvrir la porte du cerveau pour que l'information qui a été perçue soit transformée en traces de mémoire, en souvenirs, donc qu'elle rentre dans la banque du cerveau. Très bien. Alors quand l'hippocampe est altéré, l'information qui a été perçue ne peut pas être transformée en traces. Ce qui fait que, et c'est un peu paradoxal, mais c'est ce qu'on observe dans la clinique, ce qui fait que ces patients qui ne sont pas capables de se rappeler de ce qu'ils ont fait la veille ont une très bonne mémoire ancienne. Et finalement, il y a le paradoxe de ces familles qui nous conduisent leurs patients et qui nous disent « Écoutez, sa mémoire est bonne puisqu'il se rappelle de son mariage, se rappelle du nom de sa maîtresse d'école. Vous voyez, donc il a une bonne mémoire. Oui, mais est-ce qu'il se rappelle de ce qu'il a eu, ce qu'il a fait hier ou ce qu'il a eu à dîner hier? Non, il ne s'en rappelle pas, mais sa mémoire est bonne puisqu'il se rappelle, etc. Donc, vous voyez bien ce contraste entre une mémoire qui a fonctionné, et donc on a mis plein de choses dans le sac et on peut récupérer plein d'informations du sac, mais qui ne fonctionne plus et qui ne permet plus de mettre de nouvelles choses dans le sac. Voilà. Donc, l'intérêt de l'atteinte précoce de l'hippocampe, et à partir de là, il y avait juste au même moment des travaux qui ont été faits en post-mortem et qui ont effectivement montré que la maladie débutait par une atteinte de l'hippocampe, c'est le premier stade tout débutant de la maladie, pour secondairement
voyez, progresser vers d'autres régions du cerveau et à la fin, si vous voulez, envahir l'ensemble du cerveau. Donc, à partir de là, on a pu proposer qu'il y avait un stade initial, ce qu'on appelait le stade prodromal de la maladie d'Alzheimer, caractérisé par des troubles de mémoire progressifs, un syndrome amnésique très particulier que l'on a décrit, qui est lié à l'atteinte précoce des formations hippocampiques. Et il y a secondairement des troubles plus diffus qui vont apparaître, mais plusieurs années après, des troubles du jugement, troubles du langage, du trouble des gestes programmés, du trouble de la reconnaissance des visages, du comportement et du caractère. Et vous comprenez que ces troubles sont liés à ces modules que je vous ai décrits au départ, qui vont petit à petit être touchés par le processus pathologique, vous voyez, lié à la diffusion des lésions, et donc autant de lumières qui vont s'éteindre et qui vont petit à petit faire que le patient va devenir dépendant, aura besoin d'être aidé, et on rentre dans le seuil de démence. Donc il y a deux stades importants et complètement différents. Il y a un stade qui est relativement isolé de troubles de mémoire débutants et inauguraux, et secondairement une diffusion des lésions avec cette fois-ci une sorte d'embrasement cortical qui va déboucher sur la démence. Donc simplement pour vous montrer cette observation, pour vous faire réfléchir sur justement ce que sont ces troubles de mémoire. Donc c'est une femme de 70 ans qui vient, qui a une antécédent de dépression, et puis voilà, ça c'est verbatim, hein, c'était il y a une vingtaine d'années, mais ça m'avait intéressé parce que j'avais reproduit exactement ce qu'elle disait. Je ne sais plus compter mentalement, j'oublie ce que je viens de faire, je rentre souvent dans une pièce sans savoir ce que j'allais chercher, je donne un rendez-vous à ma fille, je lui dis j'arrive, je n'y vais pas, lorsqu'elle me rappelle, j'avais totalement oublié le rendez-vous et sa raison, je ne connais plus un document que j'ai rédigé, je ne me souviens plus de ce que j'ai fait la veille, je ne sais plus si j'ai répondu à un courrier au cours d'un trajet proche du domicile, j'oublie où je vais, je fais parfois des fautes d'orthographe aberrantes. Voilà. Donc c'était au début, quand on commençait à s'intéresser à ces troubles de mémoire, évidemment on était préoccupé par ce que nous raconte cette femme, mais simplement je vais vous expliquer qu'en réalité, vous voyez, le fait d'avoir une plainte de mémoire aussi sévère que cette femme ne veut pas dire qu'il y a un trouble et un déficit de mémoire. Et là, il faut bien comprendre, cette femme avait des performances normales dans les tests. Donc elle avait une plainte de mémoire, elle se plaignait énormément de sa mémoire, mais elle n'avait pas de trouble de mémoire en réalité. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre, et je vais essayer de vous l'expliquer. C'est très important parce que si vous êtes venu pour m'écouter parler de la maladie d'Alzheimer, c'est que peut-être qu'un certain nombre d'entre vous sont un peu préoccupés parce qu'ils peuvent avoir une plainte de mémoire. Moi, je passe mon temps à chercher mes lunettes, mon smartphone, je passe mon temps à chercher mes clés. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est banal, on ne fait pas attention à des choses banales, vous voyez. Mais en revanche, je sais que ce soir, il y avait une réunion importante et que je devais faire cette conférence. Et ça, je ne l'ai pas oublié, vous voyez. Donc, il y a des choses qui n'ont pas d'importance. Et parce qu'on ne fixe pas, notre attention est envahie de tellement d'informations que eh bien, c'est pas très préoccupant si on en met de côté. Donc, la plainte de mémoire est un symptôme d'une grande fréquence. On considère que 60% des gens âgés de plus de 50 ans se plaignent de leur mémoire. Ça n'est pas corrélé aux performances dans les tests de mémoire. Je vous expliquerai pourquoi. La plainte mnésique témoigne le plus souvent d'un trouble attentionnel, c'est un trouble de l'attention, voilà, trouble dépressif, trouble anxieux, stress professionnel, prise de médicaments, trouble du sommeil, voire même le vieillissement normal. Au cours du vieillissement, il y a une diminution des capacités attentionnelles. Parfois aussi, bien sûr, d'une affection neurodégénérative, mais le plus souvent d'un trouble attentionnel. Voilà, et je vais vous montrer finalement l'explication de cela. Vous avez sur cette courbe, sur ce tableau, diagramme, vous avez deux courbes. Une en bas et une en bas qui est en bleu, je crois, en noir, et puis une en haut qui est en marron. Regardons celle en marron. Et c'est la quantité de plaintes qu'ont des sujets. Alors là, c'est le score total de plaintes. Là, c'est le score de rétention, de rappel, de remote memory. Enfin bon, c'était plusieurs indices de la plainte de mémoire. Et vous voyez que ces patients-là ont une plainte très importante. Ce sont des sujets déprimés. Et ils ont un MMS à 29. Alors, je vous donne la solution. Le MMS, c'est une sorte de thermomètre qui nous renseigne sur le fonctionnement cognitif.
normalement, le MMS moyen, le score maximum est de 30. J'ai probablement un score à 30, vous avez tous probablement un score à 30 ou à 29. Voilà, on est entre 28 et 30. Voilà. C'est donc un score à 29 est un score normal. Ce sont des gens qui ont un score normal dans les tests, mais qui se plaignent beaucoup. Ben oui, parce qu'ils sont dépressifs, donc ils ont des troubles de concentration, donc ils oublient les choses, ils ont la tête ailleurs. Mais en situation de test, on leur demande de concentrer leur attention, on leur dit, écoutez bien, je vais vous donner une information, rappelez-vous, là ça va marcher. Alors que vous avez en bas l'auto-évaluation dans la ligne noire, qui concerne des patients atteints de maladie d'Alzheimer, eux, ils disent non, tout va bien. Non, ma mémoire est bonne. Ma mémoire est bonne. Sauf qu'en réalité, elle n'est pas bonne, puisque le MMS est à 20 en moyenne dans cette population-là. Donc, vous voyez, finalement, et ce que je disais à cette époque-là, quand je communiquais là-dessus, je disais, finalement, plus on se plaint de sa mémoire, moins on a de risques d'avoir la maladie d'Alzheimer. Vous voyez, généralement, là, les gens sont un peu rassurés d'entendre cette phrase-là. Mais c'est vrai. C'est vrai, vous voyez, c'est des gens qui se plaignent beaucoup, eh bien, leur performance est normale, alors que ceux qui ne se plaignent pas ont une performance qui, justement, n'est pas bonne. Donc, vous voyez, il faut bien faire la part des choses entre la plainte de mémoire et les troubles de mémoire. Voilà, il faut différencier troubles de l'attention et troubles de la mémoire. Alors, comment on explique ça? Eh bien, parce que pour qu'une information soit rappelée, vous voyez, soit restituée, il faut qu'elle passe par 3 boîtes successives. Voilà. Premièrement, il faut que l'information soit bien saisie, il faut qu'elle soit bien enregistrée. Vous voyez, et ça va être perturbé quand on est fatigué, quand on a de la dépression, ou même quand on a du vieillissement, parce que ça repose sur les capacités attentionnelles. Si je suis déprimé, si je suis en pleine rumination mentale, si je vois tout en noir, vous allez me donner 10 mots à rappeler, il est évident que je ne vais pas y faire attention, parce que je suis tellement préoccupé par mes soucis, ou si je suis fatigué, ou si j'ai des troubles du sommeil, etc., je ne vais pas bien saisir l'information. Vous voyez ce que je vous disais au départ, l'information est saisie par nos systèmes perceptifs, et puis après elle est envoyée comme un ballon de rugby vers l'hippocampe. Et l'hippocampe, vous voyez, c'est le bout de la flèche, là, juste avant le stockage. Eh bien, si l'hippocampe est cassé, comme dans la maladie d'Alzheimer, l'information qui a bien été saisie ne va pas être stockée, puisqu'elle ne va pas rentrer dans la boîte, elle ne va pas rentrer dans la banque du cerveau. Et ça va être le cas de la maladie d'Alzheimer. Troisième cas de figure, l'information a bien été enregistrée, elle est bien stockée, l'hippocampe marche bien, mais il faut aller la récupérer. Et là, ça demande l'activation de fonctions qui sont organisées au sein du cortex frontal. Et là aussi, ça demande un effort, et ça dépend des ressources attentionnelles. Et donc, ce sont souvent ce qu'on appelle le syndrome de la bout de la langue. Je sais que je sais, ça va me revenir. Oui, je me rappelle le nom de ce président. Enfin, je ne me rappelle pas le nom, mais ça me reviendra. C'est un président de la République qui est grand, qui avait un nez un peu. Il est mort il n'y a pas longtemps. Bon, ça me revenir, c'est toujours comme ça. Voilà, c'est quand je vais sortir de la pièce, ça va me revenir, etc. Donc, vous voyez, ça, c'est un trouble d'une autre nature et qui ne veut pas dire qu'on a un trouble du stockage. Donc, finalement, quand on a une personne qui se plaint d'avoir des troubles du rappel, la question qui est posée au médecin, c'est est-ce que c'est un trouble de la saisie, c'est-à-dire lié à la dépression, un trouble du stockage lié à la maladie d'Alzheimer, ou est-ce que c'est un trouble de la récupération lié au vieillissement? Finalement, dépression, Alzheimer ou vieillissement, c'est la grande question. Et c'est pour ça qu'il faut contrôler l'enregistrement, faciliter la récupération pour isoler l'étape centrale, et c'est ce que nous avons fait en mettant au point des petites épreuves très simples, comme l'épreuve des 5 mots. Je n'ai pas le temps de vous la décrire, mais c'est une épreuve que les médecins généralistes font maintenant et qui permet justement, en créant un lien entre chaque item et sa catégorie, de contrôler l'enregistrement. Rappelez-moi les mots que vous avez lus, et pour les mots qui ne sont pas rappelés, par exemple s'il a oublié le mot passoire, on va lui dire il y avait un ustensile de cuisine, ah oui, passoire, et de cette façon-là, on a contrôlé qu'il a bien enregistrer tous les mots, donc on va pouvoir étudier sa mémoire. Et si, après 10 minutes, on lui demande de rappeler les mots et qu'il ne se rappelle pas, par exemple, le mot camion, la question est qu'il ne se rappelle pas parce qu'il ne l'a pas bien mis dans la boîte, ou est-ce qu'il est dans la boîte mais il a du mal à le récupérer? Je vais lui dire, ah oui, attendez, il en manque un, il y avait le nom d'un véhicule, ah ben s'il me dit voiture, là c'est très embêtant.
S'il me dit camion, je suis rassuré, je lui dis vous pouvez partir et vous n'avez rien. Voilà, donc vous voyez, on a mis des petits tests comme ça qui permettent de faire la part des choses. Donc retenez ça, le fait de se plaindre de sa mémoire ne veut pas dire qu'on a forcément un trouble de la mémoire. Donc si vous avez vraiment une inquiétude, allez voir votre médecin et probablement il fera la part des choses ou il vous adressera à une consultation de mémoire. Troisièmement, alors on a beaucoup progressé ces derniers temps parce que les lésions de la maladie peuvent maintenant être identifiées in vivo. Alors, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, on était un peu dans l'impasse parce qu'on ne pouvait vérifier le diagnostic que après la mort. Donc parfois, les patients décédaient à l'hôpital et on pouvait vérifier en coupant le cerveau et en regardant le microscope s'il y avait des lésions. Aujourd'hui, ça se fait du vivant du patient grâce à ce qu'on appelle le PET scan. Vous voyez, alors on peut voir, par exemple, il y a un PET amyloïde, eh bien on arrive à voir, vous voyez, les lésions, là vous voyez à droite, AD, Alzheimer disease, eh bien vous avez un gradient de lecture, vous voyez, du bleu, vous voyez sur la barre là que vous voyez à gauche, le bleu c'est quand c'est froid, et puis vert ça devient un peu chaud, jaune c'est chaud, rouge et violet. Et alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de lésions. Et bien vous voyez là, par rapport à un sujet contrôle qui est bleu, il n'y a aucune lésion, vous voyez là, ce patient Alzheimer, eh bien il a du jaune et du rouge, et notamment dans la région antérieure, dans la région frontale, il a plein de lésions amyloïdes. La même chose, plus récemment, on a maintenant un TEP qui nous permet de mesurer les lésions tôt dans le cerveau des sujets. Ces lésions, on peut même maintenant les analyser dans le liquide céphalorachidien. On fait une petite piqûre dans le dos, on récupère du liquide et on observe deux choses qui sont qui sont en faveur de la maladie d'Alzheimer, même qui certifient la maladie d'Alzheimer. C'est une diminution de la protéine amyloïde dans le liquide céphalorachidien ou une augmentation de la protéine tau. Le problème, c'est que c'est un geste invasif, raison pour laquelle on est en train de travailler sur la possibilité d'identifier ces biomarqueurs dans le plasma. Alors, c'est à des concentrations qui sont beaucoup plus basses, ça nécessite des technologies très très sophistiquées, mais nous travaillons dessus à la Salpêtrière. Il y en a aussi, il y a aussi une recherche très très puissante qui est réalisée avec le professeur Sylvain Lemann à Montpellier. Donc vous voyez, ça bouge beaucoup dans ce cadre-là, et je peux juste vous montrer cette slide qui est très intéressante. Ce sont des résultats qui n'ont pas été publiés, donc il faut ne pas y accorder trop d'importance, mais simplement pour vous dire qu'on est sur le chemin avec la mesure dans le sang de la protéine phosphoto. Vous voyez qu'on arrive à peu près à séparer, mais c'est sur un petit groupe de patients, des patients qui ont la maladie d'Alzheimer de ceux qui ont une démence d'une autre nature. Voilà, c'est juste une indication. Ne retenez pas cette dernière slide car elle n'est pas publiée, c'est juste un travail préliminaire, mais qui montre qu'on est sur le chemin peut-être d'avoir bientôt dans le sang des biomarqueurs. Alors maintenant, parlons des traitements. On a beaucoup avancé aussi sur les traitements. D'une façon générale, jusque-là, vous avez entendu parler des traitements qu'on va appeler des traitements symptomatiques. Alors, cette slide a pour effet de vous expliquer la différence entre traitement symptomatique ou traitement physiopathologique. Imaginez que vous ayez mal à la dent. Eh bien, on peut soit vous donner un traitement de la douleur, c'est le traitement symptomatique, on supprime la douleur en vous donnant du paracétamol, du Doliprane, mais vous avez toujours votre problème. Bon, et quand vous arrêtez le médicament, la douleur revient, parce qu'on n'a pas traité la cause. L'alternative, c'est de traiter la cause, soit d'arracher la dent, soit de traiter la carie. Et là, à ce moment-là, c'est un traitement radical, c'est le traitement physiopathologique, on a traité la cause. Donc, aujourd'hui, et ça c'est un résultat absolument incroyable, on a des traitements, les trois derniers traitements que nous avons étudiés, ont cette particularité de nettoyer les lésions amyloïdes du cerveau. Vous voyez, l'aducanumab, le lecanemab et le donanemab diminuent. Alors, ce sont des traitements sur 18 mois. Les patients rentrent dans l'étude, on leur donne le médicament, vous voyez, et puis déjà un an après, il y a pratiquement, vous voyez là, pratiquement 80% des lésions amyloïdes du cerveau qui ont été nettoyées. Donc, c'est des résultats incroyablement spectaculaires. Ce sont des médicaments qui sont très, très efficaces sur les lésions. Malheureusement, s'ils sont efficaces sur les lésions, ils ne sont pas sur les symptômes.
tout au moins chez des patients qui sont très avancés dans leur maladie. Et d'où le changement de paradigme, c'est de traiter les patients le plus tôt possible, peut-être même, on va en parler après, avant l'apparition des symptômes. Et il y a des arguments pour penser ça, puisque depuis 3 mois, un peu plus, on a l'information qu'il y a un médicament qui s'appelle le lecanemab, qui non seulement nettoie les lésions dans le cerveau, mais ralentit la progression de la maladie. Donc, vous voyez, par rapport à la courbe placebo, il y a une aggravation, mais l'aggravation est moindre. Alors, le résultat est modeste, mais il faut quand même dire 2 choses. D'abord, il est observé sur tous les paramètres cognitifs, comportementaux et fonctionnels étudiés dans cette étude. Et deuxièmement, on peut espérer qu'il sera d'autant plus important que les patients sont traités plus longtemps et probablement qu'ils seront traités plus tôt. Pourquoi? Parce que si le traitement a été pour la première fois efficace sur les symptômes, c'est parce que les patients qui ont été inclus dans cette étude étaient des patients précoces. D'où l'idée de cette phase prodromale dont je vous ai parlé au début. C'est-à-dire que si on va vers les stades les plus précoces de la maladie, c'est là que les médicaments commencent à être actifs sur les symptômes. Pourquoi? Parce que lorsque on prend des patients qui sont trop avancés dans leur maladie, il y a tellement de lésions amyloïdes dans le cerveau qu'il est malheureusement illusoire d'espérer qu'on bloque quelque chose et qu'on empêche un processus qui est maintenant auto-entretenu. C'est tout au moins l'explication que moi je propose, et le fait qu'on obtienne maintenant des résultats positifs chez les patients plus précoces va dans ce sens-là. Et finalement, et c'est peut-être le plus important, le 5e point, c'est qu'on est en train de valider le modèle de la cascade amyloïde. Qu'est-ce que c'est que ce modèle? C'est le modèle selon lequel il y aurait, lié à l'âge, pratiquement chez tout le monde, des lésions tau localisées dans une région cérébrale précise. Et puis, l'apparition dans le cortex de lésions amyloïdes, ces fameuses lésions qu'on est en train de nettoyer avec les médicaments dont je vous ai parlé, eh bien, ça entraîne une sorte d'embrasement, vous voyez ce que je vous ai montré là, l'embrasement des lésions tau à l'ensemble du cerveau, vous voyez, et qui entraîne la mort neuronale et qui entraîne les troubles cognitifs. Le fait que, en traitant les lésions amyloïdes, on observe une amélioration des troubles cognitifs et on observe une diminution de la concentration de la protéine tau dans le liquide céphalorachidien des patients traités, alors qu'on ne donne pas un anti-tau, on donne un anti-amyloïde, on a un effet sur les lésions, sur la concentration de protéines tau dans le liquide céphalorachidien. Donc ça veut dire que le modèle qui lie amyloïdes, tau, mort neuronale et troubles cognitifs est peut-être en train d'être validé. Donc on est probablement, je pense, sur la bonne voie. Dernière information considérable, les lésions de la maladie précèdent les symptômes. Alors, là, vous avez le début des troubles chez les patients qui ont une forme génétique de la maladie d'Alzheimer. Eh bien, comme ce sont des formes génétiques, il y a des mutations génétiques, on peut les suivre. Malheureusement, ces sujets qui ont la mutation et qui vont exprimer la maladie un jour, eh bien, on les suit tout au long de leur vie et on voit que 15 ans avant que les symptômes n'arrivent, ils ont déjà des modifications des paramètres amyloïdes, des paramètres tau et du PET scan, donc du PET FDG. Donc, vous voyez, 15 ans à 20 ans avant le début. Donc, à partir de là, on a proposé un 3e stade, le modèle, vous voyez, de 3e stade. Donc, jusque-là, vous avez bien suivi, il y avait, avec Alois Alzheimer, le stade de démence. Puis on a introduit le stade prodromal, c'est-à-dire les gens sont malades, les sujets sont malades, mais ils n'ont pas encore le stade de démence, donc c'est le stade prodromal. Et puis on introduit un nouveau concept, c'est-à-dire les gens ne sont pas malades, ils sont au stade préclinique parce que les 3 états sont rassemblés par le fait qu'il y a la présence des biomarqueurs. Donc la présence des biomarqueurs signe, dans une certaine mesure, la présence de la maladie. Et sur le plan clinique, on peut être au stade de démence, quand on a, comme je vous l'ai expliqué, un retentissement sur son autonomie, ou un stade prodromal, quand on n'est pas encore dément du tout et qu'on a simplement des troubles de mémoire, comme je vous l'ai dit, liés à l'atteinte hippocampique, ou simplement on n'a aucun trouble, on est parfaitement normal. Par exemple, moi, je suis peut-être au stade préclinique, je suis parfaitement normal, mais j'ai peut-être les lésions de la maladie qui s'exprimeront dans 10 ou 15 ans. Donc, il y a comment vous dire, une recherche aujourd'hui qui est d'essayer de
définir le risque que fait poser le fait d'avoir les lésions de la maladie à développer la maladie ultérieurement. C'est la raison pour laquelle on a fait une étude à la Salpêtrière. On a suivi 320 sujets âgés de 76 ans en moyenne quand ils sont rentrés dans l'étude, et on a cherché avec le PET amyloïde la présence des lésions. C'était des sujets normaux. Ils étaient un peu âgés, mais ils étaient normaux. Ils n'avaient aucun trouble dans aucune épreuve de mémoire, et notamment, et puis dans d'autres épreuves cognitives. Sur ces 320 sujets, 28% avaient des lésions amyloïdes. Donc 28% étaient des sujets à risque, cognitivement normaux, mais avec des lésions. Très bien. On les a suivis. Ça fait 88 sujets. On a suivi ces 88 sujets pendant 7 ans. Et après 7 ans, on a vu que seuls 16 sujets ont progressé vers la maladie d'Alzheimer. Ce qui veut dire que, finalement, le fait d'avoir les lésions ne suffit pas à déterminer formellement qu'on va développer la maladie. Pourquoi? Et ça, cette partie-là est intéressante, je vous demande de bien la suivre. On a pu faire des électroencéphalogrammes à tous les sujets pendant un certain nombre d'années. Et on a observé, vous avez ici, l'évolution de l'électroencéphalogramme chez les sujets qui n'ont pas de lésions amyloïdes. Et vous voyez qu'il n'y a pas de changement au cours des 3 années. Là, vous avez l'évolution du tracé électroencéphalographique chez les sujets qui ont des lésions amyloïdes, mais qui n'évoluent pas vers la maladie, qui n'ont pas évolué. Ce sont les stables. Vous voyez, et là, vous voyez qu'il y a des changements. Ça passe du vert au rouge et au rouge foncé. Donc, ça veut dire que ces sujets sont en train de changer leur organisation fonctionnelle pour maintenir un fonctionnement normal, alors même qu'ils ont des altérations dans leur cerveau. En d'autres termes, il y a des mécanismes de compensation qui fait que ces sujets qui sont toujours cognitivement normaux et stables sur le plan fonctionnel modifient leur fonctionnement cognitif, leur fonctionnement, si vous voulez, structurel, pour permettre que la fonction persiste. Donc, ce concept de résilience cérébrale, il y a des mécanismes de compensation qui permettent de lutter contre les effets des lésions cérébrales. Donc, ça veut dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut quand même faire bien attention, et nous sommes très vigilants là-dessus, parce que l'école américaine est un peu différente. L'école américaine considère que quand on a les lésions, on a la maladie. Nous, on dit non. Quand on a les lésions, on est à risque de développer la maladie, mais il va falloir dans l'avenir mieux préciser l'algorithme qui détermine formellement un risque très élevé, parce que ce sont ceux-là qu'il faudra traiter. Il ne faut pas traiter tout le monde, tous ceux qui ont des lésions, parce que certaines de ces lésions ne vont pas évoluer vers la maladie. Il ne faut pas exposer des gens à des médicaments potentiellement dangereux. Alors, pourquoi tout cela? Parce qu'on est à la conviction que la prévention est possible. Alors, d'abord, il y a des composantes sur lesquelles on peut jouer. Et il y a une étude qui vient d'être faite qui montre que quand on contrôle, par exemple, le risque vasculaire, eh bien, on diminue la fréquence de la démence, probablement parce qu'on joue sur une composante vasculaire associée à la composante dégénérative de la maladie d'Alzheimer. Il est possible que, parce que chez les sujets à partir d'un certain âge, il y a ce qu'on appelle une démence mixte, c'est une composante dégénérative, mais aussi une composante vasculaire. Et donc, quand on contrôle les facteurs de risque vasculaire, quand on fait de l'exercice physique, quand on a une bonne alimentation et du training cognitif, eh bien, globalement, c'est significatif et on diminue le risque d'évoluer vers la maladie d'Alzheimer. Donc, je pense qu'il faut, dans l'avenir, se mettre en stratégie de prévention parce qu'on a des marqueurs diagnostiques, parce qu'on sait que la prévention est efficace et parce que les traitements arrivent. Vous voyez? Donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut, moi j'appelle de mes voeux, une évolution de la façon dont on considère la problématique du vieillissement cognitif et de la maladie d'Alzheimer. Je pense qu'il va falloir de plus en plus aller en amont, se mettre le plus tôt possible pour donner des possibilités d'intervention
comme on l'a vu, d'interventions, par exemple sur le, comment vous dire, d'interventions qui permettent de diminuer ce risque, comme on vient de le voir, peut-être aussi de bénéficier de ces traitements qui nettoient les lésions de la maladie. Pourquoi? Parce qu'on a montré que si on arrive à diminuer ne serait-ce que de 5 ans, enfin à retarder de 5 ans l'entrée dans la maladie, on diminue de 50% le nombre de patients. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous, on a monté un petit projet qui est un outil de repérage qu'on va diffuser en smartphone pour que les gens soient informés de leurs risques, de leurs troubles cognitifs et éventuellement se mobiliser. Et à terme, l'idée, c'est de créer des cliniques du risque où on repérera des sujets à risque sur la base de cette petite application qu'on appelle Santé Cerveau, sur la base peut-être des dosages sanguins. À partir de là, on pourra déterminer des algorithmes prédictifs en fonction d'un certain nombre de facteurs de risque, de marqueurs, de modes de vie, de scores de risque polygéniques, pour des interventions ciblées contre les facteurs de risque. On l'a vu, activité physique, stimulation cognitive, contrôle des facteurs de risque, conseil nutritionnel, etc. Et peut-être des interventions thérapeutiques en cas de maladies précliniques, c'est-à-dire en cas de sujets qui seraient encore normaux et chez lesquels on aurait mis en évidence un risque élevé sur la base des algorithmes d'évaluation du risque. Voilà, c'est de la science-fiction, on n'en est pas là du tout. Mais si on retient ce que je vous ai dit, à la fois qu'on a des biomarqueurs qui sont présents avant la survenue des premiers symptômes, si on retient qu'on a des médicaments qui peuvent nettoyer les lésions dans le cerveau des sujets, eh bien, on peut se dire que si on repère les gens qui ont les lésions avant les symptômes, on va pouvoir leur faire un petit coup de traitement qui va peut-être nettoyer les lésions et qui va retarder l'entrée dans la maladie. Voilà, c'est ce concept comment vous dire, de prévention du déclin cognitif. L'avenir pour moi, c'est de suivre des sujets qui sont des sujets informatifs parce qu'ils sont au stade précoce, parce qu'ils sont à risque, parce que c'est des sujets contrôle. Là, on va pouvoir faire des cohortes à partir desquelles on va pouvoir faire des bases de données, à partir desquelles on va pouvoir élaborer des algorithmes de prédiction. Et on va revenir à partir de là vers des centres de prévention du déclin cognitif où le même sujet viendra cette fois-ci pour qu'on évalue son risque personnalisé. Eh bien, en fonction de son risque, on pourra lui proposer des interventions ciblées sur les facteurs de risque modifiables que l'on aura identifiés, ou avec des thérapeutiques qui ont cette capacité peut-être de nettoyer les lésions cérébrales si on démontre que ce sujet est à haut risque de développer la maladie. Voilà, j'en ai fini. Vous voyez, c'est une vision, je pense, très moderne, très actuelle de la maladie d'Alzheimer. Vous voyez, on est loin peut-être la vision que vous en aviez. Et ça a été possible grâce aux biomarqueurs. Ces biomarqueurs ont changé complètement notre vision de la maladie puisqu'on peut maintenant accéder à la réalité biologique de la maladie chez des sujets, du vivant des sujets. Et ça a énormément stimulé la recherche clinique. Ça a permis de démontrer l'efficacité de ces médicaments sur les lésions et maintenant sur les symptômes. Et à partir de là, vous voyez, on peut imaginer un modèle de prévention pharmacologique dans les 10 ou 15 ans qui viennent et qui fait que peut-être on va arriver à museler cette redoutable maladie. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonsoir. Voilà, j'ai avec le micro. Du coup, merci pour cette belle présentation. C'était vraiment extraordinaire. Merci pour toutes ces informations et pour les ouvertures qui donnent effectivement beaucoup d'espoir. Du coup, je pense que vous nous avez appris pas mal de choses. C'est clair, vous avez fait aussi un exercice des synthèses avec toutes ces données, mais on pourra suivre vos activités, ces centres des pistages et des traitements. Vous avez beaucoup parlé des préventions ce soir. Je pense que c'est une thématique vraiment sensible et c'est bien de prendre l'occasion pour rebondir maintenant que nous avons quand même un grand public qui répond et on peut passer effectivement les messages sur l'importance de la prévention. Du coup, maintenant, on va passer à la prise des questions. Voilà, j'espère que le public n'est pas timide et nous sommes
prêt et prête à prendre toutes vos questions et à répondre. Du coup, M. Dubois nous a donné voilà, son OK. Est-ce que vous pouvez lever la main si dans l'amphithéâtre, il y a des questions? Comme ça, on passera M. Dubois à prendre les questions avec nos micros et comme ça, vous pourrez répondre en direct. Je vois qu'il y en a déjà plusieurs qui se proposent. Parfait. Est-ce que c'est allumé? Là, vous m'entendez? Oui. Parfait. D'abord, je veux remercier le professeur Dubois. Merci beaucoup. J'avais eu l'occasion de le voir à une conférence sur le de la tête il y a au moins plus de 20 ans. Donc, j'aurais voulu savoir si quand on a plus de risques de développer une maladie d'Alzheimer quand on a un des parents qui a été touché, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une composante familiale? Très bien. Je réponds tout de suite? Oui. Écoutez, la question est importante et je crois que beaucoup se la posent parce que justement, comme nos parents vivent de plus en plus longtemps, et tant mieux, très, très bien, c'est une très bonne nouvelle, bien sûr. Ils arrivent à l'âge où la maladie est naturellement fréquente, donc on est entouré. Moi, mes parents, je peux lancer ma mère à la maladie, voilà, donc c'est évident qu'on est entouré de gens de plus en plus qui vont avoir cette maladie. Quand on dit que 20% des gens âgés de plus de 80 ans développent la maladie, il suffit qu'on ait nos 4 grands-parents qui soient encore vivants pour être certain que l'un d'entre eux a déjà la maladie. Donc, raison pour laquelle nous sommes tous dans cette situation de se poser la question, est-ce que ça augmente le risque? Non, non, ça n'augmente pas le risque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie est naturellement fréquente. Donc, si on n'a pas la chance, entre guillemets, c'est de l'humour noir, si on n'a pas la chance de mourir à 20 ans d'un suicide amoureux, à 30 ans d'un accident de voiture, à 40 ans d'un infarctus, à 50 ans d'un cancer de la prostate, hein, on arrive à l'âge où la maladie devient naturellement fréquente. C'est ça le mot important, naturellement fréquente. Elle est naturellement fréquente. Donc, si vous avez autour de vous des gens qui ont plus de 75 ans, vous augmentez le risque que l'un d'entre eux a la maladie d'Alzheimer. Donc, vous allez à tort considérer que vous avez un risque, vous. Non, non. Alors, ça veut dire que vous êtes peut-être dans une famille où on vit longtemps, c'est une bonne nouvelle, mais l'alternative, c'est celle-là. Soit on vit longtemps et on s'expose au risque, soit on meurt avant, et bien sûr, là, on n'a pas de risque. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, cela dit, il y a des familles dans lesquelles, malgré tout, la maladie apparaît un peu plus jeune, et on a des familles dans lesquelles la maladie apparaît vers 65, 70 ans, et il y a une fréquence un peu excessive. Alors, c'est là qu'il faut quand même rechercher des facteurs de risque génétiques. Ça ne veut pas dire que la maladie est liée à une mutation génétique, mais il peut y avoir des facteurs de risque qui augmentent un peu le risque de développer plus tôt la maladie. Et il y a notamment un dosage, une protéine qui s'appelle la protéine E, l'hypoprotéine E, qui est de 3 types différents. Elle peut être E2, 3 ou 4. Et quand on a la présence d'une protéine, une apolipoprotéine E de type 4, on augmente un peu le risque que la maladie soit présente et s'exprime plus tôt. Mais ça n'est pas intéressant de faire ce dosage parce que ce dosage n'a d'intérêt que si on a par ailleurs les lésions de la maladie. Donc si on a les lésions de la maladie, évidemment, il faut connaître le statut que l'on a par ailleurs de risque lésionnel, car là, c'est là que l'ApoE4 devient pertinent. Voilà, donc vous voyez, en pratique, on est tous dans cette situation à partir du moment où nos parents vivent longtemps, et ça veut simplement dire que on est dans une famille où on vit plus longtemps. Une deuxième question pour vous. Bonsoir, professeur. Je me présente Olivier, 51. Je ne suis pas là pour moi, mais pour mon papa qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, qui a été diagnostiqué très récemment, enfin du moins il y a quelques mois. J'ai 2 questions. La première, c'est vous avez parlé de soigner les lésions, pardon, et pour le traitement de soigner les lésions, mais pour la maladie par elle-même, pour l'instant, il n'y a rien qui peut découvrir. Alors ça, c'était une question. Vous en avez une autre? Vous aviez 2 questions. Oui. La deuxième, c'est quand la personne est consciente de cette maladie, qu'elle a cette maladie, parce que mon papa, c'est exactement ce qui lui arrive.
J'aimerais savoir s'il y a des protocoles qui ont été étudiés pour savoir comment accompagner ces personnes, parce qu'effectivement, ils tombent dans un état dépressif qu'ils devaient certainement avoir déjà. Et comme il dit, il y a rien. Heureux sont les simples d'esprit, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont malades, alors que lui, il s'en rend compte et ça l'anéantit encore plus. Oui, vous avez raison. C'est vraiment, ce sont des choses que l'on voit effectivement. Alors pour ce qui est du traitement des lésions, je me suis peut-être mal fait comprendre. Effectivement, les médicaments sont très actifs sur les lésions et commencent à être actifs sur les symptômes. Donc je crois qu'on est au début. Vous voyez, on est au début d'un processus. Vous voyez, c'est comme une pelote de laine. On est en train de tirer le fil. Alors au début, bon, voilà, c'est les premiers traitements. Mais je pense que dans l'avenir, on va avoir de bonnes surprises. Par exemple, avec le donanemab, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est un médicament qui nourrit beaucoup d'espoir. Je pense qu'on va aller vers des médicaments qui vont être de plus en plus efficaces. Mais ils commencent déjà à être actifs sur les symptômes. Le problème, et c'est là, j'en viens au cas de votre père, le problème, c'est qu'il faudra les donner très précocement. Vous voyez, ils seront d'autant plus efficaces qu'ils seront donnés précocement. Donc ça veut dire que pour les patients qui sont déjà un peu avancés dans leur maladie, j'ai peur que ça ne soit pas possible de leur en faire bénéficier. Alors deuxièmement, pour ce qui est de la conscience des troubles, vous avez raison, c'est un problème douloureux parce que généralement, et on peut dire c'est une bénédiction, généralement cette maladie s'accompagne, comme je vous l'ai montré au cours de mon exposé, s'accompagne de ce qu'on appelle une anosognosie, c'est-à-dire d'une méconnaissance de son état. Vous voyez, je vous rappelais, là je vous ai montré que autant les déprimés sont hyper conscients de leurs difficultés, autant les Alzheimer n'ont pas conscience de leurs difficultés. Donc c'est un peu une bénédiction parce que ça veut dire qu'ils n'en souffrent pas, sauf certains patients qui ont justement un respect de leur structure antérieure du lobe frontal. Le lobe frontal est la région du cerveau qui nous permet d'avoir un bon audit de notre fonctionnement. C'est celui qui évalue nos performances. Et donc, c'est malheureux pour votre père, mais c'est aussi une bonne chose, parce que ça veut dire qu'il est probablement toujours très, très interactif, il est très présent, il a un bon fonctionnement intellectuel, parce que cette région frontale est très importante pour le raisonnement, pour la vivacité intellectuelle. Donc je pense qu'il a un peu, malheureusement pour lui, les conséquences de ce bon fonctionnement frontal, c'est qu'il est conscient de ses difficultés, il en souffre. Donc il faut le traiter comme une dépression, il ne faut pas hésiter. Il faut le traiter comme une dépression, il faut l'adresser à un psychiatre à côté du neurologue. Le neurologue prendra en charge sa maladie neurologique, mais s'il y a une réaction dépressive, il ne faut pas hésiter à le traiter de sa réaction dépressive. En faisant attention parce qu'il y a des médicaments qui ont des propriétés anticholinergiques et qui vont aggraver le déficit cholinergique et donc les troubles de mémoire. Donc il faut être un peu fin dans la stratégie thérapeutique, mais il faut prendre en charge cette dépression. Il n'y a pas de raison de laisser un sujet justement qui est malheureux dans cet état-là. Et quand je l'ai dit qu'il y avait des traitements symptomatiques et des traitements physiopathologiques tout à l'heure, eh bien, vous voyez, quand j'ai parlé de la dent et de la douleur, eh bien, on peut traiter le symptôme dépressif. Vous voyez ? D'accord, merci professeur. De ce fait, j'avais une troisième question, après je vais passer le micro à ma voisine. Vous allez rigoler, mais j'ai oublié ma question, ça y est. Et c'était pas prévu. Mais oui, quand vous dites qu'il faut que le sujet soit pris de façon précoce, mon papa avait fait donc un électroencéphalogramme il y a 2 ans et qui ne révélait aucune lésion. Et 7 mois plus tard, il a fait ce fameux test dont vous avez parlé avec un neurologue. Et c'est là que le neurologue, donc, au bout de 5 ou 6 séances, a diagnostiqué donc, la maladie. Donc oui. Là, on a donc ça va faire 1 an qu'il a été diagnostiqué. Qu'est-ce qu'on entend par précoce et où est-ce que ça dépend de chaque patient? Non, oui, très bien. Alors, plusieurs choses. D'abord, je vous remercie parce que d'avoir eu cette difficulté pour rappeler la question. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le syndrome sur le bout de la langue et qui n'a rien à voir avec un trouble hippocampique. Vous voyez, puisque non, c'est parce que je vous écoutais, vous m'avez dit tellement d'informations que j'ai un peu tout mélangé. Non, mais c'est le syndrome du bout de la langue, c'est très bien. Merci. Et la deuxième chose,
La deuxième chose concernant la précocité, évidemment, la précocité, si vous voulez, pour moi, la précocité, c'est lorsqu'il y a des troubles qui sont caractérisés, mais qu'il n'y a pas encore de perte d'autonomie. Voilà, on est encore au stade précoce. D'accord, merci professeur. Voilà. Bonjour, merci de votre intervention passionnante. J'ai deux questions. Justement, la précocité, est-ce qu'il va y avoir un développement des cliniques de la mémoire? Parce que on nous parle effectivement de faire un diagnostic précoce et on est tous intéressés, en tout cas, voilà, je pense, à partir d'un certain âge. Quelle est la facilité d'accessibilité? C'est la première question. Et la deuxième question, vous avez parlé de résilience du cerveau. Est-ce qu'on a une liste, enfin, est-ce qu'il y a des éléments déjà identifiés qui favorisent cette résilience? Merci pour ces deux bonnes questions. Alors d'abord, depuis le plan Alzheimer présidentiel, il y a eu quand même de gros efforts qui ont été faits et qui ont maillé un peu le territoire de consultation de mémoire. Il y a deux niveaux de consultation de mémoire. Il y a des consultations de mémoire dites de proximité, les CMP, et puis des CMRF, qui sont des consultations de mémoire qui ont une vocation plus régionale d'organisation de l'ensemble de la prise en charge. Donc il y a un CMRR par région et il y a plusieurs consultations de mémoire de proximité. Sur la France entière, il y a 450 consultations de mémoire. Donc il y a quand même aujourd'hui pas mal de possibilités d'investigation locale, entre guillemets. Bon, alors le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a quand même beaucoup de demandes et que ces consultations de mémoire sont surchargées. Donc, à mon avis, vous devez avoir, pas loin de chez vous, une consultation de mémoire. Le problème, c'est que vous n'aurez peut-être pas un rendez-vous très rapide. Et c'est là que se pose le problème. C'est que je pense que le maillage est bon, mais les ressources en termes de personnel sont un peu limitées. Donc, finalement, on a des délais d'attente de 5-6 mois, vous voyez, en moyenne. Donc, c'est vrai que c'est un problème. Cela dit, vous pouvez quand même aller voir un neurologue ou un gériatre qui, parfois, ont une expertise dans le domaine de l'évaluation des troubles et qui peuvent déjà vous rassurer, voyez, et qui peuvent déjà faire un petit bilan, même en consultation. Et vous voyez, avec l'épreuve des 5 mots, par exemple, on arrive très facilement à faire la part des choses et à rassurer les gens. Alors, pour ce qui est de la résilience, c'est là où je pense, vous voyez, pour moi, ça, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Vous voyez, je pense que la recherche dans ces maladies, maintenant, ça c'est ma conviction, c'est pas tellement de faire de travailler sur des modèles. Je suis désolé parce qu'il y a plein de scientifiques qui m'écoutent et qui sont à Nîmes notamment, mais je suis pas sûr que les modèles animaux, les modèles souris, les modèles drosophiles, les modèles mouches, les modèles versés élégance apporteront des réponses. Je pense que ces modèles sont intéressants pour la connaissance du vivant, mais pas forcément de ces problématiques subtiles, dont justement celle dont vous parlez, qui est la résilience. Et je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est savoir des bases de données très propres pour justement rentrer tous ces facteurs et qui, en fonction de ces différents facteurs de vie, des facteurs personnels, vont nous éclairer sur justement qu'est-ce qui conditionne la résilience. Je ne sais pas aujourd'hui ce qui conditionne la résilience. Probablement que les comorbidités sont aggravantes. C'est sûr que le fait de ne pas avoir de comorbidité est un facteur de résilience de fait, si vous voulez, parce que le cerveau a besoin, si vous voulez, d'avoir une bonne oxygénation, d'avoir un bon lit vasculaire. Vous voyez. Alors, si vous avez un peu d'hypertension artérielle, un peu d'athérome, un peu de choses comme ça, ça altère justement les capacités de réactivité cérébrale. Donc, je pense qu'il y a tout à faire dans ce domaine-là, et je n'ai pas de réponse précise aujourd'hui à vous donner, si ce n'est de lutter contre ce qu'on appelle les bourreaux du cœur, c'est-à-dire hypertension, diabète, dyslipidémie, en faire de l'activité physique. Tout ça, ça contribue à la résilience, avoir une alimentation équilibrée, faire de la simulation cognitive, et probablement plus que la simulation cognitive, on pense qu'il y a un intérêt très évident dans ce qu'on appelle l'interaction sociale. Pour ceux qui sont à la retraite, quand on est encore dans le travail, généralement, on est en interaction sociale avec ses collaborateurs, ses collègues, etc. Mais quand on est à la retraite, on est un peu isolé. Alors, on s'occupe de son jardin, c'est très bien, on s'occupe de ses plantes, très bien, mais on est un peu isolé, on est seul avec la plante. Donc, il faut continuer à avoir une interaction sociale
car c'est probablement, vous voyez, que si vous reprenez l'image du début et des autoroutes de Los Angeles, hein, je pense que c'est l'interaction sociale qui apporte le plus d'éléments et qui fait le mieux travailler le cerveau. Parce que, vous voyez, à ce moment-là, quand vous rencontrez des gens, il y a plein de souvenirs qui s'activent, il y a plein de traces comme ça qui sont là, qui vont véhiculer d'une région à l'autre et qui vont vous rappeler des choses. Et je pense que de partager des souvenirs avec d'autres, ou partager des préoccupations, de parler avec les autres, de rencontrer des gens, je crois que c'est très très bon pour le cerveau. Le cerveau, pour moi, justement, on parlait de plantes, c'est un peu comme une plante. Je pense qu'il faut l'arroser comme on arrose les plantes, il faut lui apporter de l'information. Le cerveau, c'est une machine à traiter de l'information. Si vous ne lui donnez pas de l'information à traiter, ben, il se met en veilleuse et finalement, il ne maintient pas son réseau synaptique que vous avez développé tout au long de votre vie. Tout au long de votre vie, vous avez développé ce potentiel considérable de ces, comme je vous l'ai dit, ces 100 ou 110 milliards de neurones qui chacun vont établir jusqu'à 1000 ou 10 000 connexions avec les neurones voisins. Donc vous avez un potentiel considérable. Alors, on l'a développé autour de notre vie et ces synapses continuent à être fonctionnelles. Et puis, si on n'alimente plus ce réseau, bien petit à petit, les synapses vont, enfin, c'est une vision un peu botanique, hein, je suis désolé, mais c'est comme ça que je vois les choses, mais les synapses vont un peu se dessécher, vous voyez, c'est pas très scientifique, mais il y a quand même du vrai derrière tout ça. Merci beaucoup. Et qu'en est-il de l'activité physique? Parce que j'ai vu deux ou trois petits articles parlant d'une activité sportive un peu particulière qui est le ping-pong, qui serait intéressante à développer dans la maladie d'Alzheimer. Alors, quel est votre avis à ce sujet? Et ce sera ma dernière question. Écoutez, je crois qu'il y a... Alors, dans le livre que j'ai écrit, La vérité sur la maladie d'Alzheimer, il y a une quarantaine de pages qui sont consacrées à toutes ces informations non vérifiées et non vérifiables. Vous voyez, il faut comprendre que quand on vous dit que, je ne sais pas, il y a plein de bêtises qui circulent, mais qui sont peut-être valables, parce que le ping-pong, c'est sûrement très intéressant comme activité physique. C'est une activité physique, et à ce titre-là, elle a probablement son rôle dans l'oxygénation du cerveau. En plus, évidemment, il y a l'adresse, donc ça fait travailler. Mais sur le principe, c'est tout à fait probable, mais sauf que ça n'est pas démontré. Pour le démontrer, il faudrait prendre 200 sujets Alzheimer à qui il faudrait faire une activité physique qui développerait la même quantité de calories, mais qui ne serait pas du ping-pong. Alors, il faudrait par exemple les faire marcher. Et d'un autre côté, on aurait des gens 200 qui feraient du ping-pong, on leur ferait 1 an de ça, et puis on verrait après l'IRM ou les performances cognitives, si elles sont. Vous voyez bien que ce n'est pas possible. Donc, ce sont des idées comme ça qui sont probables, bon, mais on ne peut pas le démontrer. Donc, il y a plein de choses comme ça qui traînent et qui n'ont pas été soumises à la vérification. Et vous avez ici dans cette salle, et à Nîmes, partout, vous avez des scientifiques. Et quand on est scientifique, on ne peut pas adhérer à ça, parce que justement, le scientifique s'impose de vérifier des propositions. Et tant qu'elles ne sont pas vérifiées, on ne peut pas y accorder du crédit. Voilà, c'est tout. Mais cela dit, pourquoi pas le ping-pong? Mais pourquoi pas aussi, à ce moment-là, l'escalade? Pourquoi pas aussi, parce que l'escalade aussi, ça doit être très très subtil. Il faut, bon voilà, je ne sais pas, il y a plein de choses qui doivent stimuler plein de régions cérébrales et qui sont à l'évidence de bonnes choses. Il vaut mieux jouer au ping-pong que d'être assis devant sa télé avec un verre de martini et fumer une cigarette. Dernière question, peut-être encore, Monsieur Dubois. Et merci, Monsieur Dulster. Je vous remercie beaucoup pour cette communication. Je vous avais entendu sur France Culture et j'avais proposé à Patricia donc de vous faire intervenir et j'en suis très heureux et je vous remercie beaucoup. J'avais 2 questions. Une première question, c'est liée aux liaisons dont vous parliez, enfin aux lésions dont vous parliez. Et si vous pouviez nous donner un petit peu plus de détails, c'est-à-dire s'agit-il de biofilms sur ces neurones ou d'autres choses, c'est-à-dire une altération plus détériorant les cellules,
ou un biofilm qui empêche ou qui limite le transfert. Et les nettoyeurs, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est? Parce que le nom du médicament est une chose, alors c'est peut-être pas permis d'en parler, mais au moins dans le principe, qu'est-ce que par rapport à la lésion, ils font? Alors, et la deuxième question, comme ça j'enchaîne et j'arrêterai, et c'est mon cas un peu particulier, j'ai fait un AVC, j'ai une partie du cerveau donc, qui est altérée. Est-ce qu'il y a plus de probabilité de voir apparaître les lésions dans cette zone-là, dans des zones d'AVC, que dans des zones normales? Alors d'abord, première question sur les altérations neuronales. Oui, alors il y a des altérations neuronales, certaines, et dans le cas de la protéine Tau, ça c'est sûr qu'il y a la déstructuration des microtubules entraîne une désorganisation, d'abord un hypofonctionnement cellulaire, et puis entraîne la mort cellulaire. Et il y a une mort neuronale dans la maladie d'Alzheimer qui est importante, il y a de l'atrophie. Elle a été mesurée notamment à Paris. Charles Luckert avait fait ce travail-là. Alors, c'est très difficile de quantifier l'atrophie, mais on considère qu'il y a probablement au moins 20% d'atrophie neuronale. Il y a beaucoup d'atrophie, et un cerveau de patients atteints de maladie d'Alzheimer est un cerveau qui est très atrophique. Il y a on voit très bien, il y a plus tous les gyri qui sont développés, c'est très atrophique. Donc, et même l'atrophie, on peut même la mesurer d'ailleurs au niveau de l'hippocampe. Et l'hippocampe est une région intéressante, car comme je l'ai montré d'ailleurs, c'est une région qui est très facilement délimitable. Elle a des limites. Et c'est comme ça qu'on avait pu mettre en évidence qu'il y avait une atrophie de 25%, parce que c'est la seule région du cerveau pour laquelle on a c'est la seule région du cerveau liée à la maladie d'Alzheimer, qui a un sens dans la maladie d'Alzheimer, qui a une signification dans cette pathologie, et qui est mesurable. Et donc, on a trouvé qu'il y avait une atrophie précoce, et maintenant cette anomalie est même systématiquement recherchée par le neuroradiologue à partir d'un score qu'on appelle le score de Schelltens. Et il se trouve que j'étais un peu associé à la diffusion de cette pratique, puisque avec un collègue de la Salpêtrière, qui s'appelle le professeur Dormont, on a participé, grâce à un thésaurus, à une sorte d'éducation des radiologues à la lecture de l'atrophie hippocampique qui sont des coupes coronales en IRM. Et maintenant, pratiquement à chaque fois que vous avez une IRM, les neuroradiologues ou les radiologues, concluent en disant hippocampe atrophié, stade 2 de Schelltens, ou stade 3 ou stade 4. Donc ça, c'est la première chose. Alors pour le médicament, ce sont des médicaments. Alors c'est très subtil, parce que en réalité, ils passent très peu la barrière hémato-encéphalique. Donc on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Mais toujours est-il qu'il y a lié à la présence des MAP, des monoclonales antibodies, des anticorps monoclonaux, il y a un effet de clearance des protofibrilles et des molécules amyloïdes qui vont justement être évacuées par le système vasculaire. Et c'est la raison pour laquelle il y a même une réaction inflammatoire au niveau des vaisseaux, parce qu'il y a un afflux important de ces amas amyloïdes qui vont pénétrer, qui vont passer la barrière hémato-encéphalique et qui vont aller dans le système vasculaire, et ça crée une réaction inflammatoire qui est à l'origine d'une sorte d'œdème que l'on voit d'ailleurs, ce qu'on appelle les ARIA-E, et c'est un problème parce que ce sont des effets secondaires qui limitent l'efficacité de ces médicaments, parce que les patients font des œdèmes localisés qui sont parfois symptomatiques et qui sont préoccupants. Et c'est dans une certaine mesure la conséquence, si vous voulez, négative de l'efficacité des médicaments. C'est-à-dire que cet effet secondaire est presque recherché, puisqu'il traduit finalement l'efficacité du médicament. Et c'est dans les régions où il y a le plus de lésions amyloïdes que l'on a vu justement ces œdèmes les plus importants. Alors troisièmement, pour ce qui est de l'AVC, vous avez raison, c'est une très bonne question. Il semble que le processus pathologique Alzheimer puisse être un mode de réaction à une agression cérébrale. Et il y a indiscutablement une augmentation de la fréquence. Alors là, ça a été expérimenté, enfin ça n'a pas été expérimentalement, mais ça a été statistiquement démontré
il y a une augmentation d'une involution Alzheimer, je dirais, chez des patients qui ont fait des accidents vasculaires, comme si finalement c'était un mode de réaction aussi à une agression notamment vasculaire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Et, en partie, j'ai mieux compris la notion de nettoyeur et la lésion, réellement ce que c'était. Voilà, bah, tant mieux. Et vous avez tout à fait raison, la barrière encéphalique, finalement, c'est imperméable, mais il y a beaucoup de choses aussi qui passent. Exactement, exactement. C'est un mystère, hein, parce que finalement, je crois qu'on a 1 ou 2% de passage. Donc, c'est probablement pas le passage qui entraîne le démantèlement des lésions amyloïdes. C'est très mystérieux, ça. Merci Une beaucoup. toute dernière question alors, si vous avez encore quelques minutes pour sûr. nous. Voilà. Bonsoir, je suis ici parce que je suis la maman d'une étudiante. Bonsoir professeur, je vous remercie pour tous ces éléments, cet éclairage. Alors moi j'ai une question qui est un peu dans le prolongement de vos commentaires précédents. Donc on parle de réactions peut-être suite à des AVC cérébrales. On parle également de microbiote en lien avec Alzheimer. Donc est-ce que vous auriez des éclairages là-dessus également? Pas tellement. C'est quelque chose qui est en cours d'évaluation. J'ai un ami et collègue à Genève, le professeur Frisoni, qui travaille beaucoup là-dessus. Il y a aussi en France deux équipes, une à Toulouse aussi, qui travaillent sur le microbiote. Bon, ce sont des approches qui sont encore un peu balbutiantes, hein. Il n'y a pas de démonstration réelle. Alors, il y aurait des particularités du microbiote des patients atteints de cette maladie. Mais je n'ai pas tellement suivi ça et pour ne rien vous cacher, je suis un peu réticent à ces approches-là. Mais je pense que c'est quand même une pathologie qui est quand même essentiellement cérébrale. Et l'idée de dire que le ventre est un deuxième cerveau, je crois que c'est un abus de langage. Ce n'est pas parce que vous avez des neurotransmetteurs qui sont communs et qui viennent justement du fait qu'il y a une innervation du système nerveux autonome qui part du cerveau. Je pense que je dirais plutôt que le ventre est un système qui est sous contrôle du cerveau, mais je ne dirais pas que c'est un deuxième cerveau. Très bien, je vous remercie parce que notamment tout à l'heure vous parlez du fait scientifique et des autres justement évocations et quelque part aujourd'hui je pense qu'en vieillissant on se demande tous et moi est-ce que peut-être qu'Alzheimer me guettera et on est toujours à l'affût justement de tous ces commentaires, de ces pseudo-nouveautés. Je vous remercie énormément. Oui, chère madame, je crois que nous sommes tous candidats, malheureusement, à ce risque. Nous sommes exposés à ce risque à partir du moment où nous vieillissons et nous sommes en bonne santé. C'est un peu le prix à payer, je crois. C'est intéressant, si on a une réflexion un petit peu plus... si on s'élève un peu à la fin, là, pour terminer. C'est intéressant de voir que finalement, l'homme, le scientifique court après tout le temps les pathologies. Si vous voulez, on a déjà, bon, ce qui est bien, c'est qu'on a, on a réglé le problème des guerres. Non, on ne peut pas dire. C'est pas le moment de le dire. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est que en diminuant quand même, bon, l'Europe a fait que, tout au moins, dans l'espace européen, l'espace Schengen, on va vivre plus longtemps parce qu'on mourra moins de guerre. Bon, en France, enfin en Europe, disons. Après, vous savez, une des plus grandes actions politiques, c'était quand même le contrôle des accidents de la route. C'est quand même exceptionnel. On est passé de 20 000 accidents par an à 3 000. Bon, eh bien, on a diminué là encore. Donc ça, c'était la deuxième grande action. La première, c'était le traité européen. La deuxième, c'est le contrôle contrôle routier. Bon, le troisième, ça a été la lutte contre l'hypertension artérielle. C'est remarquable. C'est remarquable.
ça a diminué considérablement. En tant que neurologue, mais ça ne pouvait pas savoir. Ça a complètement changé le paysage de nos services de neurologie. Avant, on avait des patients qui rompaient des hémorragies cérébrales terribles. On ne les voit plus, ces cas-là. On ne les voit plus. Vraiment, c'est extraordinaire. L'hypertension artérielle. Après, il y a quand même un certain nombre de pratiques d'hygiène de vie qui fait qu'il y a quand même moins, enfin, statistiquement, je ne sais pas, il faudrait voir, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de cancers du poumon. Enfin, voilà. Alors on voit apparaître avec l'âge de nouveaux cancers. Je trouve qu'il y a une fréquence importante de cancers du pancréas, de glioblastomes, c'est des cancers que l'on voit, dont on voit la fréquence augmenter avec l'âge. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on a à peu près maîtrisé un certain nombre de facteurs de pathologie ou de mort. Et maintenant, grâce à cela, on voit apparaître, mais c'est récent, c'est extrêmement récent, des problématiques nouvelles qui sont celles des maladies neurodégénératives. Je vais vous dire pourquoi c'est récent, et je suis bien placé pour le savoir. En 2000, il y a un conseiller d'État qui s'appelle, je ne me rappelle plus de son prénom, et qui s'appelait Girard, qui a été le premier à faire en 2000 un rapport demandé par les pouvoirs publics sur la problématique de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un seul rapport qui a été fait au niveau politique, au niveau des pouvoirs publics, avant 2000. Donc, on a pris conscience en France de l'importance qu'allaient représenter ces maladies que depuis 20 ans. Alors, ça vous paraît incroyable quand je dis ça. Ça vous paraît incroyable. Mais parce qu'on est tellement dedans, et on en parle tellement tous les jours, que maintenant, on a l'impression que ça a toujours été un problème. Non, c'est un problème récent. On a pris conscience. L'espérance de vie, il faudrait vérifier, mais l'espérance de vie au sorti de la guerre, en 1960, c'était de 65 ans. 65 ans, la maladie d'Alzheimer n'existait pas. Elle n'existait pas. Elle n'existait que dans les formes précoces. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la démence présénile. Mais alors, il y avait quelques personnes âgées, on avait dans les familles quelques grands-pères, quelques grands-mères qui battaient la campagne un peu à la fin de leur vie, mais on considérait que c'était le vieillissement. Mais si vous voulez, tout ça pour vous dire que c'est une maladie récente dans son importance. Hein. Et on est confronté, nos sociétés modernes sont confrontées à ce problème. Alors c'est pour ça qu'on commence à s'agiter et à chercher maintenant des médicaments, parce que si vous, je ne vois pas la salle, mais il y a probablement de nombreuses personnes qui sont un peu âgées, parce qu'on est tous préoccupés par ce problème nouveau, et c'est un enjeu, ce qu'on appelle un enjeu de santé publique. Merci, M. Dubois, pour ces réponses très claires. Au final, je pense que nous avons plus profité de votre présence en distanciel que si vous étiez en présentiel, parce que je vois c'est déjà 19h40. On a vraiment profité de votre disponibilité. Moi, j'avais juste plus qu'une question, peut-être un commentaire, avoir un peu votre avis. Nous avons parlé des différents facteurs, en fait, qui peuvent déterminer une prédisposition à la maladie d'Alzheimer. Au final, est-ce qu'on peut parler aussi d'inflammation? Est-ce que ce n'est pas ça les liens entre tous ces différents facteurs? Des études sur les microbiotes qui sont encore expérimentaux, du coup, sur lesquels on commence à connaître quelque chose, mais bon, encore l'histoire à écrire, elle est longue. Hypertension artérielle, tous les autres facteurs desquels vous avez parlé, la gestion du stress, l'activité physique, que nous savons baisse des taux d'inflammation. Est-ce qu'on pourrait retenir ça comme conclusion? Quel est votre avis à ce sujet? Je ne le prendrai pas comme conclusion, mais comme ouverture possible, oui, parce que vous avez raison, il y a des phénomènes, il y a des réactions inflammatoires cérébrales qui ont été observées. La question, et qu'on met même en évidence avec des examens de PET scan maintenant, on arrive à montrer qu'il y a assez précocement des modifications inflammatoires dans le cerveau. La question fondamentale est de savoir est-ce que c'est cause ou conséquence. Est-ce que, je vous ai dit tout à l'heure que le fait que cette clearance des lésions amyloïdes entraînait des réactions inflammatoires très importantes dans les vaisseaux, mais ça c'est purement réactionnel. Et donc je pense que la réaction astrocytaire qui vise à détercer, je sais pas comment dire, à faire la détertion de ces lésions amyloïdes, peut être responsable de ces réactions inflammatoires. Il est possible que le cerveau de lui-même attaque
ces protéines anormales. Donc peut-être que ce n'est que la conséquence du processus pathologique. D'autres pensent que c'est la cause. On n'a pas les éléments de réponse aujourd'hui. Mais c'est une question importante, vous avez raison. Merci pour cette belle ouverture. Du coup, Monsieur Dubois, on vous dit au revoir, à la prochaine fois. On vous remercie chaleureusement. Voilà, je pense que vous